Charles Blé Goudet sera fixé sur son sort 6 mois après son transfèrement à La Haye. L'audience de confirmation des charges contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes a débuté aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Cette comparution va déterminer s'il doit être poursuivi ou non pour crime contre l'humanité. Le chef du Parlement, Guillaume Soro, et le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan se sont entretenus ce lundi. Il a été question au cours des échanges de la prochaine session parlementaire et du projet du budget 2015. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a rencontré cet après-midi des responsables de groupes de chauffeurs de mini-car appelés Baka ainsi que ceux de la Coordination nationale des gares routières. Une rencontre pour inviter ces acteurs au calme. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Charles Blé Goudet a comparu ce lundi devant la Cour pénale internationale. 6 mois après son transfèrement à La Haye, l'audience de confirmation des charges contre l'ancien leader de la Galaxie patriotique a débuté aujourd'hui. Charles Blé Goudet est accusé de crimes contre l'humanité perpétrés durant la crise ivoirienne de 2010. Salima Toudia, Sylvie Touré. Sera-t-il jugé ou non par la Cour pénale internationale? Charles Blé Goudet sera situé sur son sort dans 60 jours. L'audience de confirmation des charges a démarré ce lundi. La procureure Fatou Bensouda a 4 jours pour convaincre la chambre préliminaire de la CPI que l'ex-leader de la jeunesse pro-Gbagbo a joué un rôle dans les crimes perpétrés pendant la crise post-électorale. Pour sa part, l'accusation retient 4 chefs d'accusation: meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, commis entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, devra donc convaincre les juges d'ici à jeudi que les éléments de preuve qu'elle a récoltés sont assez solides pour justifier un procès contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes. À l'issue de cette audience, les juges de la chambre préliminaire auront 60 jours pour rendre leur décision, c'est-à-dire confirmer les charges retenues par la procureure et ouvrir la voie à un procès ou demander à la procureure d'apporter plus de preuves. Rappelons que Charles Blé Goudet a été remis à la CPI en mars 2014. Il est le second détenu de la crise post-électorale après Laurent Gbagbo en attente de procès. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan ont eu un tête-à-tête aujourd'hui au centre des discussions la prochaine session parlementaire. Ils ont également évoqué le projet du budget 2015. Léon Brou. Trop tôt pour en dévoiler le contenu, mais le budget 2015 va refléter les grands chantiers et initiatives en vue du développement du pays. Confidence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan à sa sortie d'audience avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. C'est que, pendant les 45 minutes, durée de leur séance de travail, les chefs du Parlement et du gouvernement ont échangé sur ce projet de loi de finances. On va voir bientôt la session budgétaire. Le ministre du budget viendra ici avec ses différents collègues pour présenter le budget 2015. Mais il est important quand même que le président de l'Assemblée nationale en ait la primeur et voir un peu les grands axes donc de ce travail. Vous allez voir qu'il y a effectivement beaucoup d'innovations et que le pays continue de progresser. Bien sûr, nous avons parlé aussi donc, du fonctionnement de l'Assemblée nationale, de manière à ce que nous puissions nous assurer que les choses peuvent aller de l'avant normalement. La session parlementaire, cadre de l'examen du budget 2015, sera la deuxième et dernière session ordinaire de l'année en cours. Elle va s'ouvrir ce mercredi 1er octobre. Et avant de poursuivre cette information, le journal Emerging Markets, ou journal des marchés émergents de la Banque mondiale, vient de décerner le prix du meilleur ministre des Finances de l'Afrique subsaharienne et le prix du meilleur ministre des Finances de l'Afrique subsaharienne au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Visite des députés membres de la Commission de la recherche, la science, la technologie et l'environnement de l'Assemblée nationale en zone industrielle de Yopougon. Elle intervient après la grogne de certains riverains sur des nuisances qui résulteraient des activités d'une cimenterie. Il s'agissait pour les membres de la commission d'aller inspecter les lieux. Michel Digri. Opérateur dans le domaine de la construction, CIMAF produit 500 000 tonnes de ciment par an et emploie 200 salariés. Mais l'entreprise fâche les riverains. Dans les heures tardives, quand vous sortez, vous regardez, en l'air, vous voyez la poussière. Donc, nous sommes allés aussi se plaindre à ce niveau.
CIMAF nous a répondu qu'il n'y a pas de preuves qui montrent que c'est poussière de ciment. Depuis l'installation de l'usine, toute l'eau qui partait de l'autre bordure se renverse ici. Ça fait que non, quand la saison pluvieuse arrive, la population est obligée de quitter les lieux. Pour les riverains, l'emplacement de la cimenterie serait la cause de ces inondations. Pour en avoir le cœur net, la Commission de la recherche de la science, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale effectue une visite sur le site. Le développement, c'est bien. Le développement est fait pour les hommes et avec les hommes. Et si c'est fait avec les hommes, il est important que les représentants de la nation que nous sommes, il est important pour nous de jeter un coup d'œil sur ces activités-là. Donc nous sommes là ce matin pour comprendre un peu le fonctionnement de cette structure et voir ce que ça apporte véritablement à nos populations et si l'activité est faite dans les normes surtout. Pour les responsables de cette société, l'heure est plutôt à la recherche de solutions pour éviter les inondations. Ce n'est pas CIMAF qui est responsable de ces nuisances, mais dans tout cas, CIMAF n'a jamais cherché la responsabilité, donc il a cherché plus à résoudre le problème, parce que c'est un problème qui concerne tout le monde. On avait installé pratiquement une capacité de 1000 mètres cubes de pompe pour pomper toutes les eaux du marécage, pour baisser le niveau au niveau de CIMAF et des riverains qui sont juste à côté. Autre grief des populations, la forte poussière qui résulterait des activités de la cimenterie. À ce sujet, une étude est en cours pour situer les responsabilités vu la multitude d'entreprises qui exercent en zone industrielle de Yopougon. Les résultats sont attendus. 1,9 milliard de francs CFA, c'est la somme que vient d'octroyer le groupe de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Cet appui du Fonds de partenariat pour le carbone forestier va permettre de soutenir le processus de préparation du pays au mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts. La signature de l'accord s'est faite aujourd'hui au plateau. La partie ivoirienne était représentée par le ministre chargé de l'économie et des Finances, Kabaniali. La Banque mondiale a mené récemment une étude sur la compétitivité de l'industrie manufacturière de Côte d'Ivoire. Le rapport de cette étude a constitué le menu d'un atelier. C'était l'occasion pour les participants de réfléchir à des voies et moyens en vue de redynamiser l'industrie manufacturière dans le pays. Noël Nianou. L'industrie manufacturière de Côte d'Ivoire, sa contribution aux exportations ivoiriennes a baissé 14% en 2000, 10% en 2012. Donc, baisse de 4 points. De plus, elle est très peu intensive en travail, à l'exception des secteurs de la production d'huile de palme, d'arachide, de coton et la transformation du bois et du poisson. Et comme si cela ne suffisait pas, cette industrie a des contraintes de compétitivité. Ces contraintes portent sur le transport, la disponibilité et le coût des terrains industriels, le coût de l'électricité, tout comme le coût de la qualité du facteur travail, sont inscrits sur le tableau des éléments plombants. Voilà les principales conclusions du rapport sur la compétitivité de l'industrie manufacturière de Côte d'Ivoire, rapport réalisé par la Banque mondiale. Mettre ces conclusions à la disposition des décideurs, opérateurs économiques, échanger sur ces contraintes relevées par le rapport. Un atelier a été initié avec comme finalité trouver des solutions à propos parce que 2020 n'est pas loin. Surtout que l'émergence, c'est une croissance durable, inclusive. Il s'agit en effet d'assurer le développement économique, social, culturel et durable du pays avec l'ensemble des secteurs contribuant à cet objectif. Mais cet objectif passe également par le développement d'un secteur industriel dynamique, diversifié et compétitif, capable d'accroître la part des produits manufacturés dans notre produit intérieur brut et les exportations. Des industries solides, renforcées et absolument compétitives constituent des outils pour la création de nombreux et décents emplois et offrent les conditions de développement, de progrès et de bien-être des populations. Au terme de la matinée de travail, autorités ministérielles au plus haut niveau, opérateurs économiques, partenaires au développement ont souligné la pertinence du rapport, indiqué les faiblesses et dégagé les pistes de solutions pour booster le secteur des industries manufacturières.
Échange cet après-midi entre le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, des responsables de groupes de chauffeurs de mini-cars appelés GBACA et des représentants de la Coordination nationale des gares routières. La rencontre visait surtout à lancer une invitation au calme. Je rappelle qu'hier, un incident entre ces acteurs a fait un blessé. Le ministre Jean-Luc Billon a exprimé le soutien du gouvernement à la famille de ce dernier. Koné Pagassoro. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME, tutelle de la Corporation des artisans conducteurs chauffeurs de minicar, appelé communément GBACA, apporte la compassion du gouvernement à la famille d'Ibrahim Diallo, blessé à la suite de l'incident survenu entre les acteurs du transport. Le ministre Jean-Luc Billon, en rencontrant les responsables du groupement des chauffeurs de GBACA en activité en Côte d'Ivoire et les responsables de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, les a rassurés du soutien du gouvernement avant de les exhorter à reprendre le travail. L'appel du ministre est reçu 5 sur 5 par les responsables des chauffeurs qui lancent un appel à la reprise. Compte tenu de tous ces efforts et de l'implication du ministre Jean-Luc Billon sur le problème, au nom du groupement et au nom du président Sanogo Taïrou, nous demandons à tous nos camarades de cet appel de sortir pour vaquer à leurs occupations. Avant cette rencontre, le ministre Jean-Luc Billon s'est rendu au CHU de Yopougon en vue de s'informer de l'état de santé du jeune Ibrahim Diallo. La rumeur a couru rapidement qu'il était décédé. Il n'en est rien. Je suis venu moi-même au CHU aujourd'hui me rendre compte que le blessé est en fait dans le coma. Pour le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, le gouvernement prend toutes les mesures pour mettre fin à ces comportements préjudiciables à l'économie nationale. Et toujours pour appeler au calme au lendemain de cet incident entre acteurs du transport, le directeur de cabinet du ministre des Transports a tenu aujourd'hui un point presse. Il a demandé à tous les concernés de faire confiance au ministère des Transports qui met tout en œuvre pour établir l'ordre. Nous restons avec Koné Pagassoro. L'incident survenu entre les acteurs du transport au pont ferré d'Adjamé ne laisse personne indifférent. Le directeur de cabinet du ministre du Transport, Soro Benjamin, dénonce toutes les formes de violence constatées dans le secteur du transport et singulièrement l'incident à la suite duquel le jeune Ibrahim Diallo, apprenti GBACA, a été grièvement blessé. Quand on regarde le sujet, on se rend compte que le milieu des transports est infiltré par des individus ou groupes d'individus qui n'ont pas la bonne moralité. Et surtout, on note qu'ils ne sont pas transporteurs, mais qui usent de violence pour prélever illicitement des ressources sur les recettes des braves transporteurs, que d'ailleurs le ministre des Transports condamne avec l'énergie la plus vigoureuse. Il rassure l'ensemble des chauffeurs de GBACA et leurs apprentis qu'Ibrahim Diallo est bel et bien vivant et les invite à l'apaisement. Comme nous l'avions affirmé hier, aujourd'hui encore, nous pouvons affirmer que le blessé n'est pas mort. Nous souhaitons que le plus rapidement possible, les véhicules qui ont commencé à circuler soient renforcés du point de vue du nombre et que la circulation des Abidjanais soit davantage aisée. Occasion pour Soro Benjamin de condamner de vive voix ces incidents qui n'honorent pas la corporation. Il exhorte les chauffeurs de GBACA et l'ensemble des acteurs du transport à continuer le travail. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le PPU, le programme présidentiel d'urgence et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique ont lancé des travaux de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements scolaires à travers tout le pays. Ce chantier est appuyé par des partenaires au développement. Quel est son état d'avancement, son coût et les perspectives? On en parle dans ce grand format proposé par le service politique de la rédaction. Mafia, situé à 22 km d'Alépé, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Ce village bénéficiant d'une importante verdure abrite l'école primaire publique Mafia. Au total, 141 élèves reçoivent des cours dans l'établissement. Pourtant, en 2009, date de sa construction, l'école ne comprenait que ce seul bâtiment de 4 salles de classe, accueillant des élèves du CP1, cours préparatoire première année, au CE2, cours élémentaire deuxième année. Depuis 2013, l'EPP Mafia a fière allure avec la construction d'un autre bâtiment. Ce bâtiment-là, c'est comme un don du ciel, parce que Mafia, c'est une petite localité.
Et quand nous avons fait la demande, Madame le ministre n'a pas hésité. Et puis, spontanément, là, elle s'est dépêchée pour nous construire ce bâtiment que vous voyez, qui est vraiment un joyau architectural. Je suis content d'être avec mes amis. On travaille dans les bonnes conditions. Dans la localité de Dzeudji, située à 6 km de Mafia, se dresse fièrement l'EPP Dzeudji 2. L'établissement réhabilité fait la fierté de ses responsables et des 200 élèves qui le fréquentent. Avant la réhabilitation, les deux bâtiments qui sont derrière nous ont été vraiment décoiffés par un violent vent. Les nouveaux bâtiments ont été livrés en 2013. Ça fait un beau cadre pour le village. Ce sentiment de satisfaction est également partagé dans la capitale économique ivoirienne. Dans la commune d'Abobo, le groupe scolaire Guinéré, du nom de l'ancien administrateur colonial et chef de cabinet du président Félix Houphouët-Boigny de 1960 à 1993, a été créé en 1985. Aujourd'hui entièrement réhabilité, le groupe scolaire Guinéré, fort de 952 élèves, a une histoire particulière. Mon bureau avait pris feu. On a dit tout était brûlé avec cette classe de CE1 qui est là. Il n'y avait rien, même les tables, bancs, tout ça là, mon bureau. Tout ce qui est archives d'école a disparu. Vraiment, on travaille dans des conditions très pénibles. On est passé par tous les moyens. À la rentrée scolaire 2013-2014, on a fait appel à la RTI qui est venue filmer quand les responsables ont vu la réhabilitation a commencé une semaine après. 115 millions de francs CFA, c'est le coût des travaux de réfection du groupe scolaire Guinéré. Les travaux de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements du primaire et du secondaire entrepris depuis 2011 sont le fruit des efforts conjugués de l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme présidentiel d'urgence, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de certains partenaires au développement. 92 milliards de francs CFA ont été décaissés pour l'amélioration des infrastructures. Les travaux de réhabilitation concernent 34 000 salles de classe, 99 lycées mixtes et collèges, 8 lycées de jeunes filles avec internat dont le lycée des jeunes filles de Boaké pour un coût global de 24 milliards de francs CFA. Nous avons pu, depuis 2011, réhabiliter près de 4 000 salles de classe, 8 collèges, 22 lycées, 3 CAFOP, 12 salles de professeurs. Les travaux de construction sont évalués à 68 milliards de francs CFA. Depuis 2011, l'on note la construction de près de 4 000 salles de classe au primaire et au préscolaire, 30 collèges à base 3 et 4, 47 collèges de proximité pour rapprocher les apprenants de leur lieu d'apprentissage. 12 milliards de francs CFA ont été alloués à l'acquisition de véhicules et de plus de 200 000 tables-bancs. S'agissant de tables-bancs, les besoins sont légion dans les différents établissements. Le groupe scolaire d'Anono, la plus vieille inspection de l'enseignement primaire de la commune de Cocody depuis 1947, attend 1500 tables-bancs. L'école fraîchement rénovée reçoit chaque jour 3000 apprenants. Nous avons reçu au moins 1500 bancs, mais l'inspecteur est en train de faire mains et pieds pour apporter encore d'autres bancs. Le taux de scolarisation est en perpétuelle augmentation et ce qui fait que nous sommes obligés de revoir nos prévisions afin de pouvoir équiper ces établissements-là. Nous pouvons vous rassurer. Nous pouvons vous rassurer que tous les établissements qui ont des problèmes de table-banc, tout cela nous est parvenu et le ministère, avec Madame le ministre de l'Éducation nationale en tête, est en train de trouver des solutions. Les travaux de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements du primaire et du secondaire ont un impact positif sur le système éducatif. Il faut jouer sur 3 leviers pour améliorer le système éducatif. L'amélioration de l'accès, les conditions d'apprentissage et d'enseignement et le pilotage du système. Quand vous réhabilitez, quand vous construisez, vous augmentez l'offre éducative. Le taux brut de scolarisation est passé à 94,7%. Au niveau du CEPE, les résultats sont passés à 79,13% contre 74,51% en 2010. Au niveau BPC, c'est 57,43% contre 31% en 2010. Et au niveau du bac, 36% contre 23% en 2010. Au dire du directeur des affaires administratives et financières du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ces travaux vont se poursuivre jusqu'à la fin 2015. Il est important que toute la communauté se mobilise autour de l'école. Les enseignants, les chefs d'établissement, les COGES, les communautés, les mutuelles de développement des villages, les coopératives, même des particuliers, doivent se mobiliser autour de l'école pour non seulement construire d'autres écoles,
mais pour entretenir l'existant. Selon M. Kafouba Touré, le perfectionnement du système éducatif constitue l'une des priorités du président de la République dans sa quête de l'émergence pour la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Henriette Lagou a été élue à la tête du parti Renouveau pour la paix et la concorde, le RPC-Paix. L'élection a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à l'issue du congrès ordinaire du parti. C'était au Parc des Sports de Trècheville. Gabriel Zani. Elle fait partie des rares femmes leaders de partis politiques en Côte d'Ivoire. Henriette Lagou a été élue à la tête du Renouveau pour la paix et la concorde RPC-Paix à l'issue du congrès du parti tenu du samedi 27 septembre au dimanche 28 septembre. C'est au Parc des Sports de Trècheville qu'a eu lieu ce premier grand rassemblement du parti centriste depuis sa création en 2012. Pour Henriette Lagou, la forte mobilisation des militants est la preuve que le RPC peut fédérer les énergies autour de l'essentiel qui est la Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, nous allons ensemble nous donner les mains. Nous allons rechercher tous les mêmes valeurs fondamentales du dialogue, de la non-violence et de la paix. Nous ne devons pas trahir la Côte d'Ivoire. Nous devons coûte que coûte sauver son âme. Des milliers de militants ont démontré leur volonté à accompagner Henriette Lagou, la présidente du parti, dans son combat. Pour eux, le RPC est un jeune parti, mais la détermination des militants peut changer la donne en 2015. Pour nous, c'était d'une importance capitale parce qu'on voulait savoir réellement si les Ivoiriens avaient besoin de ce changement-là et on est satisfait. Une femme, c'est tout ce qu'on peut espérer. Donc nous en sommes sûrs. 2015, c'est pour nous. Il fallait que, en tant que secrétaire général, je prenne mon bâton de pèlerin pour présider au destiné de la mobilisation, pour démontrer aux Ivoiriens qu'on peut, par la volonté et la détermination, construire un temps politique en peu de temps. Un congrès important pour le RPC qui se veut un parti d'équilibre, modéré parmi les courants politiques. Les instances du parti et le bureau politique ont été renouvelés. Les congressistes réunis en plénière ont réfléchi au projet de société basé sur les thèmes de l'humanisme intégral, du dialogue, de la non-violence et de la réconciliation, valeurs que prône le RPC. Après son élection par acclamation à la tête du Renouveau pour la paix et la concorde, Henriette Lagou s'est exprimée. Elle est revenue sur l'intérêt du centrisme, l'idéologie de son parti. Henriette Lagou a dit être déterminée à faire progresser le RPC-Paix sur l'échiquier politique national. Elle s'est aussi prononcée sur d'autres sujets d'actualité et sa candidature à la présidentielle de 2015. Henriette Lagou est plus que jamais déterminée à positionner le Renouveau pour la paix et la concorde RPC-Paix sur la scène politique. Devant la presse, elle n'a pas raté l'opportunité de présenter les enjeux de ce congrès. On a indiqué qu'un congrès de partis politiques, c'est d'abord des temps de réflexion pour la mise à neuf des organes du parti, un temps de réflexion pour les grandes orientations du parti, c'est des moments de réflexion pour des engagements très forts et des résolutions. Redresser le pays après une décennie de crise n'est pas chose facile, reconnaît l'opposante. Pour relever les défis de la croissance, Henriette Lagou propose de sortir des extrêmes. Elle prône le centrisme. Nous sommes en période de réconciliation. Nous voulons que tous les Ivoiriens se retrouvent. Alors, les Ivoiriens, ils vont se retrouver où? Les gens de la gauche vont refuser de se retrouver à droite. Les gens de la droite vont se refuser de se retrouver à gauche. Mais dans ces conditions, il faut créer un environnement, un cadre où tout le monde se reconnaît. C'est le centrisme. Sur la question de la réconciliation nationale, voici la réponse de la présidente du parti, basée sur le dialogue et la paix. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit gouvernant, qu'on se parle franchement et qu'on trouve des plans de développement de la réconciliation. Sinon, on va stagner et on n'avancera pas. Henriette Lagou entend briguer la magistrature suprême en 2015. La jeunesse du PDCI-RDA se prononce en faveur de l'appel du président Henri Konan Bédié à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP pour la présidentielle de 2015 par la voix du secrétaire exécutif du parti chargé de la jeunesse. Elle a réaffirmé son soutien au président Henri Konan Bédié et à son appel. Sidonie Davila.
La jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, se dit désormais mobilisée et engagée dans le combat de son président Henri Konan Bédié. À l'invitation du secrétaire exécutif chargé de la jeunesse, les jeunes se sont tous retrouvés pour joindre leur voix à l'appel de Daoukro. La jeunesse du PDCI a bien pris le message. Depuis l'appel du président, vous avez constaté que c'est dans les rangs de la jeunesse qu'il y a beaucoup de voix. Et on avait besoin que les jeunes du PDCI, ceux qui ont les structures formelles du PDCI, avec à la tête le secrétaire exécutif chargé de l'encadrement des jeunes, puissent porter la voix officielle pour dire que les jeunes sont derrière le président Henri Konan Bédié. Parmi les jeunes, pour représenter le secrétaire exécutif du PDCI, le porte-parole du parti, Kobena Kwasi Adjoumani, a demandé à la jeunesse de suivre la voie de la vérité afin de faire aboutir le projet de la candidature unique pour une alternance du PDCI en 2020. Je suis ici pour faire comprendre à la jeunesse que ce message s'adresse plus à la jeunesse qu'à n'importe qui. Parce que le souci du président Henri Konan Bédié, c'est que la Côte d'Ivoire s'inscrive dans une logique de développement durable et également dans une logique de paix. Encouragés par leurs différents leaders dans leur engagement, les jeunes du PDCI se disent prêts à s'impliquer dans les batailles futures. Et cela passe par le renouvellement des instances annoncées pour bientôt. Les membres du bureau de la délégation communale du PDCI RDA Plateau soutiennent eux aussi l'appel de Daoukro. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration. Sidonie Davila. Depuis 2011, sous la houlette du gouvernement du Rassemblement des Ouzoufuetistes pour la démocratie et la paix RADP, nous assistons au retour progressif de la paix, à la consolidation de la réconciliation nationale et à l'ouverture de vastes chantiers de développement. Tous ces efforts ont été réalisés sous la bienveillante attention et les conseils éclairés du président du PDC RDA, son Excellence Henri Konan Bédié. Au regard de tout ce qui précède, et réaffirmant son engagement pour un PDCI fort et dynamique, la délégation communale du PDC RDA du Plateau accueille favorablement et endosse entièrement et pleinement l'appel du président Henri Konan Bédié, se tient prête et en ordre de bataille pour soutenir toutes les actions qui seront engagées ainsi que les initiatives qui seront prises par la direction du parti dans le cadre de la réélection du président Alassane Ouattara, lance un appel pressant aux militantes et militants, les invitant au calme, au respect des personnes qui incarnent les différentes instances du parti, à leur faire confiance et à rester soudés pour le triomphe des idéaux du PDC RDA et de son repositionnement. À l'étranger, en Afghanistan, le président élu Ashraf Ghani a prêté serment ce matin. Il succède à Hamid Karzai, seul homme au pouvoir à Kaboul depuis la chute des talibans en 2001. Pour gouverner, Ashraf Ghani devra composer avec son rival à la présidentielle Abdullah Abdullah, avec qui il a péniblement conclu un accord pour former un gouvernement d'union nationale, alors que chacun des deux hommes revendiquait la victoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite de programme sur RTI 1.